Arnaud Desplechin. Oui, Desplechin. Bon, on commence par 2-3 questions un peu banales, puis après on va aller dans des trucs plus fins dans le film. Non, la première, c'est que, juste pour comprendre comment tu as co-écrit ce film avec Julie Père, mais en fait, tu as commencé à l'écrire et ensuite tu as adapté Philippe Roth. Enfin, raconte-nous un petit peu la chronologie des écritures sur ces deux films si rapprochés. C'est la chronologie, j'avais commencé, c'est juste après Rouler une lumière qui est descendu à Cannes. J'ai envoyé une lettre à Julie en lui disant voilà ce que je veux faire maintenant, mais ça va être un projet au long cours. Et donc on a commencé le film, je savais qu'il serait compliqué. Alice est actrice de théâtre, donc il y avait des figurants dans la salle, etc. Donc je me disais comment est-ce qu'on va faire avec la pandémie, les masques et les choses, etc. Et du coup, est arrivé, le film Roth est arrivé entre-temps. C'est un très vieux projet que j'avais, tout d'un coup, je l'avais expliqué ici, tout d'un coup j'avais vu comment faire de manière très simple. Et donc du coup, on a tourné le film Roth et après j'ai repris le scénario avec Gilbert. Les deux étaient avec Julie. Et on a repris Frères et Sœurs, on a repris jusqu'à la fin, y compris pendant le tournage. Et donc, j'ai tourné le film que j'ai commencé avant, c'était Frères et Sœurs. Entre-temps, c'est Casé Tromperie. Et puis j'ai terminé Frères et Sœurs, on a enchaîné sur le tournage. Mais ce c'est que j'avais fait en thérapie entre-temps, donc du coup, je commençais à avoir un plein. Ouais. Avec au scénario de tes épisodes une certaine Clara Hansbach, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, qui est un peu la fille de Solveig Hansbach de Montreuil, quand même. On va tout savoir. Qui vient de faire son premier cours, qui est en complète à. Enfin, je crois qu'il est en complète à Pantin, à côté cours. Et qu'on sera donc la deuxième salle à montrer dès qu'on pourra, parce que le film est très chouette. Est-ce que tu peux nous raconter d'où tu es parti pour ce film-là? Quel est le déclencheur qui fait qu'à un moment tu te dis voilà, j'ai envie de travailler autour de ce motif-là? Ben, ça s'est passé, je me souviens très bien l'été où j'ai écrit donc à mon amie Julie, et je lui disais, comme je l'ai dit avant le début de la projection, c'est cette famille où c'est tous des grandes gueules, des monstres, etc., sont revenus, que j'avais déjà pas, sont revenus frapper à ma porte, et donc je m'étais dit, dans un conte de Noël, il y avait déjà une histoire de colère comme ça, très forte, de Anne Consigny pour son frère, Mathieu Amalric, et je l'avais laissée sur un balcon, et elle était un peu la passion triste du film. Je l'avais laissée sur un chagrin, quoi. Et je me suis dit, et je disais à Julie, alors, le raconte de Noël, c'était très clair, ma note, j'ai pas l'air clair devant vous, et c'était un film qui n'était construit que autour de digression. Et je dis, là, j'aimerais bien faire un film où il n'y ait plus aucune digression, et un film qui soit obsédé par son sujet. S'il y a de la haine, il faut que ça s'arrête. Il faut que la haine s'arrête. Et après, quand j'avais rencontré Marion, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux-là? Je lui disais, j'en sais rien, tu es là pour ça, tu es là pour me donner la réponse. Et j'ai un souvenir très ému, c'est quand on a terminé le tournage avant les scènes au Bénin, le tournage en France. C'était une scène assez difficile, très difficile à mettre en place. C'était la scène de la pharmacie, et c'était le dernier jour de tournage de Marion. Et nous sommes étreints. Et puis elle m'a regardé, elle m'a dit, tu sais, je crois qu'on l'a sauvé. Et je pense toujours à cette phrase, qui est une phrase qui m'émeut, c'est quand Alice est devant son père, et il lui dit, ma chérie, tu as l'air en prison. Et à ce moment-là, elle rit, et elle dit, délivre-moi. Et j'avais l'impression que c'était quelque chose, une tâche que je n'avais pas su faire sur un conte de Noël, et que j'avais envie de savoir faire, d'apprendre à le faire, c'est-à-dire à délivrer Alice de ses passions tristes, et à la laisser libre à la fin. Alors là, tu parles de la haine, mais dans des entretiens, tu nuances un tout petit peu, parce que cette haine, elle est très ambivalente, évidemment, et plus le film avance, plus elle l'est, au point que quelqu'un qui est dans la salle, là, qui s'est présenté tout à l'heure, disait, en fait, c'est marrant, c'est l'histoire de deux personnes qui ne sont pas faites pour être frères et sœurs, mais qui devraient être amants. Et en fait, il y a vraiment quelque chose dans le film qui tend vers cette lecture-là, quand même, assez peu abordée dans les entretiens par ailleurs, comme si vraiment le tabou du sujet faisait qu'on ne verbalisait pas le mot inceste, tout ça. Puisqu'évidemment, on tend vers le rapprochement physique, le fait d'autoriser l'autre à l'aimer, quand même, c'est dit dans le dialogue sur la terrasse, le fait de l'accueillir dans son propre lit, dans une scène de nu, qui est à double lecture. Toi, tu le lis du côté de l'enfance, du rapport à l'enfance, du plaisir de jouer sous les draps, tout ça. Mais évidemment, c'est aussi des adultes, et évidemment, il y a ce soupçon d'inceste
que je pourrais même corroborer par un truc que je crois que personne n'a relevé, et moi ça me choque. Non, ça me choque, je déconne. Comment? La synagogue. La synagogue, oui, alors il y a ça, la synagogue, ça parle quand même de ça, de l'interdit de l'inceste. Non, c'est autre chose. C'est l'élément déclencheur du conflit avec le mari de Marion Cotillard, qui est la fausse couche. La fausse couche. Pourquoi est-ce qu'il peut bien lui en vouloir une fausse couche? Sinon, parce qu'il est d'une certaine façon le père potentiel de cet enfant qui n'est pas le sien. Non? T'as pas pensé à ça du tout? C'est là que j'y ai pas pensé. C'est vrai? Non! Moi, j'ai pensé, il y avait une phrase que j'avais beaucoup de plaisir à voir les acteurs jouer, c'est quand Borgman dit, avec un ton enchanté, parce qu'il voilà, il va épouser Alice, et puis c'est la femme de sa vie, il la respire, vit par elle, et il lui dit, tu sais, ton livre ne quitte plus la table de chevet. Je me suis dit, ça va pas bien se passer cette histoire, parce qu'à un moment, il faut être à deux dans un lit, on ne peut pas être à trois, quoi. Et donc, à chaque fois, j'ai cette phrase, je lui dis, c'est merveilleux, tu quittes plus sa table de chevet. Et bien oui, mais à un moment, il faudra bien qu'il parte. Et voilà que dans la scène de la fausse couche, j'étais frappé quand dans ce récit, je me suis dit, c'est là où ça devient irrémédiable. Ça devient irrémédiable parce que elle a été enceinte, c'était comme un trio amoureux, elle a Julie Jean, et voilà, la voilà à nouveau enceinte, elle lui dit, je suis enceinte à nouveau, non, il faut qu'il parte, quoi. Il faut qu'il parte pour laisser une chance, parce qu'elle s'invente une autre vie, quoi. Et c'est vrai que c'est un couple d'amoureux, très certainement, c'est ça qu'on disait, quand je disais que le film était né aussi beaucoup de dialogues avec Marion Cotillard, il y a des fragments qui sont réécrits sur le tournage, qui sont improvisés par elle. Je pense à un moment que j'aime beaucoup, c'est quand elle dit, quand Lucia lui dit, mais alors vous le détestiez, elle dit, mais non, mais je l'aimais encore, tout ça. C'est un couple d'amants, quoi. Ils ne savent pas s'aimer comme frères et sœurs, ils s'aiment comme amants, et ça prend trop de place. Alors ça prend un visage triste, ça prend le visage de la colère ou de la détestation, et qui est toujours une perte de temps. Et à la fin, c'est vrai, vous parlez de la fin, c'est vrai que moi ça m'amusait de... J'ai reçu une lettre de Joël Cudenet qui joue le père, et la lettre m'a fait plaisir, et il m'a dit le film est très bien, il était absolument scandalisé, il dit, il y a quand même une chose, puisque nous avons travaillé ensemble, et que nous sommes 11 amis maintenant, je peux me permettre de dire, c'est cette scène dans le lit tout nu, ça ne va pas du tout. Et, il était très très choqué. Moi, je me suis dit, j'ai réussi mon coup, je le faisais pour pas faire plaisir, quoi. Et c'est qu'effectivement, les parents sont plus là, et enfin, ils ont 8 et 9 ans, ils se cachent dans un placard, les parents ne sont pas là, et ils font n'importe quoi. Et pendant tout le film, ils pensent qu'ils sont des adultes, et puis voilà que quand ils sont des enfants, ils deviennent un tout petit peu plus raisonnables. Et c'est ce mouvement-là qui m'avait frappé, moi, en tournant, mais je n'ai pas pensé qu'il eût pu être le père potentiel de l'enfant avant, de l'enfant qui n'était pas né. Compris le père potentiel du neveu, hein, parce qu'on pense un peu aussi. Hein. Comment? On pense aussi qu'il peut être le père potentiel du neveu, enfin du gamin, de celui qui prend la place du mort, littéralement. Parce que, moi, je le vois un petit peu comme ça tient au génie de Mike Bassett, le jeune homme qui joue le rôle de Joseph. C'est qu'il est comme une espèce de fantôme, quoi. Il a cette extrême fragilité qu'il a dans la vie, qu'il a offert au rôle, et en même temps de solidité, puisqu'il joue le rôle de passeur, puisque c'est lui à la fin qui remettra, même si c'est une scène qui est hors champ, qui remettra le petit mot pour le rendez-vous au café. Et c'est une scène qui était très... Melville, je trouve Melville bouleversant dans le film, c'est quand il regarde, qu'il embrasse son neveu et qu'il lui dit chaque fois que je te revois, je revois le visage de mon fils. Et donc il est comme un double, ils sont en miroir, les deux neveux, le mort et le vivant, Jacob et Joseph. Et tout d'un coup, il y avait quelque chose que je trouvais très. Oui, qui m'emplissait d'émotion. Sachant que le spectateur a vécu ça, parce que quand on entre dans sa loge pour la première fois, il y a une photo d'enfant, et on ne sait pas si c'est son enfant à elle, puisque nous, le seul qu'on voit, qu'on n'ait pas vu, mais qui a été présent dans le récit, c'est l'enfant. C'était Jacob, c'était le mort, c'est l'enfant. Je reviens sur la scène de lit, parce que si j'ai bien compris, tu avais fait 2 versions, une plus explicite encore. Oui, ça je suis désolé, mais je suis à Montreuil, donc nous avons des liens avec Positif, et c'est le seul endroit où j'ai confessé ça. Oui, c'est vrai. Ouais.
effectivement, quand on a écrit la scène, je me suis dit, ce serait trop bien qu'ils couchent ensemble, quoi, qu'ils arrêtent de se disputer, ils couchent ensemble une fois, c'est nul, et puis on passe à autre chose. Je te dis pas la lettre que tu aurais reçue de ton acteur. Hein, j'aime comment? Je te dis pas la lettre que tu aurais reçue de ton acteur si tu avais été au bout du montage. Le producteur évidemment était horrifié, il a failli s'évanouir en disant ce que j'avais écrit. Voilà. Et puis après ça, en parlant avec les acteurs, j'avais peur que ça devienne le centre, parce que je ne crois pas que, bien sûr qu'il y a une couleur incestueuse dans le rapport qui existe entre Louis et Alice, mais je ne voulais pas que ce soit un fin mot. Je n'aime pas les films qui ont un fin mot, ils ont tout ça pour ça, et ça prenait trop de place. Alors on a tourné très soigneusement les deux versions, et alors les acteurs, ils adoraient la plus scandaleuse. Et j'ai dit, oui, mais si le film, les gens ils disent c'est l'histoire d'un type qui veut coucher avec sa sœur, c'est plus intéressant, enfin, il y a un truc qui ne marche plus, quoi. Donc on a tourné les deux versions en se disant, c'est les spectateurs qui nous apprennent la vérité du film. Et vous voyez, comme on fait beaucoup de projections, de montage, etc., donc on a monté les deux versions. Peut-être la version scandaleuse arrivera-t-elle dans un bonus DVD. J'ai trouvé que le film était plus équilibré dans cette adaptation, et ça donnait un charme à Alice et à Louis que je trouvais plus amusant qu'ils aient passé l'âge. Ils sont trop vieux pour ça, quoi. Lui faillirait, elle faillirait aussi. C'est ça qui est délicieux, c'est qu'ils faillissent tous les deux, ils sont beaucoup trop âgés pour ça. J'en pose une petite dernière, mais compliquée, avant de passer la parole à la salle. Non, c'est que le film repose beaucoup, mais comme souvent ces films, sur des jeux de rimes et de correspondance interne. Donc le sens, en fait, ça paraît pas toujours à la première vision, et souvent il faut le voir une deuxième fois. Je dis pas ça en tant que commerçant, ça n'a rien à voir. Mais, par exemple, entre le frère et la sœur, précisément, c'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'ils sont sur deux planètes, que rien ne correspond entre eux, etc. Puis en fait, plus le film avance, et plus il y a des éléments qui finissent par correspondre, évidemment jusqu'à la question de l'exil pour se retrouver, quoi. Ou des nains chez l'un, dans les montagnes chez l'autre. Mais il y a des tas d'autres détails, par exemple, elle se frappe le visage, lui s'offre aux flics pour être tabassé d'une certaine façon. Donc le visage meurtri d'une certaine façon. Tous les deux un problème d'alcool, tous les deux un problème d'addiction, elle aux médicaments, lui à la drogue, tous les deux la tentation du suicide, et à chaque fois qu'elle dit elle se dit je ne me suiciderai pas, j'attends la scène du toit, quoi. Faut ouais. Le cas de... Ouais. Oui, ils ont à voir l'un avec l'autre, ils ont à voir l'un avec l'autre. Mais du coup, ce qui est très beau, c'est comme s'il s'appelait, en fait, par des jeux de correspondance, c'est comme si, évidemment, tout le film tendait vers cette réunion, avec une, je crois, très belle idée, mais il y en a plein. C'est que, très clairement, au moment où les cercueils descendent dans la terre, la haine disparaît déjà. Enfin, il y a un truc, c'est ça qu'on enterre, en fait. Plus encore que les parents. C'est la détestation mutuelle. Et ça a à voir, d'ailleurs, avec un truc sur le rapport au sol et à l'élévation, qui est un des éléments qui structure le film. Alors, on pourrait pas se penser à l'opposition entre le vol qui permet la réconciliation symbolique avec la mère et la scène de la grotte sur la question de l'enfantement et du fait d'avoir un enfant. Enfin, il y a un jeu de structuration comme ça des espaces. Mais je pense aussi à un truc que je viens de repérer en rentrant dans la salle là, c'est qu'il y a des scènes qui se réconcilient a posteriori comme si elles étaient scindées. Je pense à la scène de rencontre déjà décisive au supermarché, où tout à coup c'est en se heurtant par hasard qu'il s'écroule et qu'il se retrouve à quatre pattes, en train de faire connaissance d'une certaine façon, ou faire reconnaissance. Je ne te reconnais pas, mais je crois que c'est toi, ça. Qui en fait trouve sa résolution dans la scène de crise de fièvre à la fin, puisque quand elle va le retrouver, il est à quatre pattes aussi. C'est elle qui le redresse pour l'emmener dans son lit. Voilà, et moi je trouve que l'une des beautés du film, c'est ce principe d'écriture en pointillé et ce jeu d'écho. Et j'aimerais bien que tu m'expliques un tout petit peu, très concrètement, comment on pense ça, ces jeux de résonance, comment matériellement tu l'écris, comment ça fonctionne quand on écrit à deux. Enfin, vous êtes très complices l'une et l'autre, mais pour précisément travailler sur ces liens secrets, ces liens souterrains qui permettent de donner un sens et une émotion. Mais sur ce scénario-là, ce qui était singulier, c'était que, comme je disais, c'est un film qui est très obsédé par son sujet, qui refuse la dépression et qui travaille le même film tout le temps. Alors du coup, avec Julie, c'était surtout un travail de méditation sur les scènes. Alors on a plein de fois où ils se frôlent l'un l'autre, où ils se croisent. Alors le but, c'était de vous surprendre un peu, donc que ce ne soit pas les mêmes choses. La première fois, voilà, qu'elle s'évanouit. Enfin, la première fois, c'est sur le palier, la deuxième fois, c'était dans le passé. Et puis voilà, qu'ils se croisent dans le couloir de l'hôpital, et elle s'évanouit, elle dit « je ne veux pas voir mon frère ».
Et puis après, il y a la scène au supermarché, et puis après, ils se retrouvent au café, et puis ils se voient à peine, alors ils ne se voient pas à l'enterrement, puisque celle qu'elle voit, c'est Fonia, qui vient la défier. Et donc, c'est des motifs de rime et de méditation. J'aimerais juste pour répondre en livrer une, comme ça, mais qui nourrit chacune de ces scènes, et c'était en faisant maigrir les scènes, et peut-être en les pensant en profondeur. Si ça me frappait, et comme je reviens, j'utilise ce mot, je ne sais pas pourquoi j'utilise ce mot ce soir, parce que j'entends ces résonances, d'autres résonances ce soir, c'est ce motif de la haine que je préfère parfois appeler la colère ou l'amertume ou peu importe, mais qu'il faut que c'est une fin. Et c'est vrai que toute fin, je vais utiliser un adjectif maladroit, mais si je me dis, le problème de quand vous détestez quelqu'un, c'est une résolution chrétienne, c'est ça dont je voulais me garder. Voilà. Alors Julie est très calée, elle a fait des études littéraires, moi pas, moi j'étais qu'une école de cinéma, je suis autodidacte, mais j'avais lu dans un livre, il y a longtemps, un mot qui m'avait frappé, qui était un mot grec, que j'avais lu chez Lacan, qui était le mot de toucher, la rencontre, comme Tyché, la déesse. Et je me disais, ça c'est une sortie grecque de la question de la colère. C'est tout d'un coup, comme le racontait Lacan dans le séminaire sur le cancer, vous tombez, c'est la définition de l'amour, vous tombez sur quelqu'un, vous tombez sur lui comme sur un caillou. C'est-à-dire vous blessez sur lui, vous cognez. Et voilà, c'est l'amour. Parce que vous n'arrêtez pas de dissembler. Vous voyez, c'est Alice et Louis, et leurs têtes se cognent, et bien sûr qu'ils ne sont pas pareils, et bien sûr qu'ils sont pareils. C'est les deux en même temps. Et ça, c'est la toucher, c'est la rencontre. Et je trouvais que la rencontre, c'était plus intéressant pour moi à penser. Alors après, le travail avec Julie a été de faire maigrir les dialogues jusqu'à des toutes petites phrases. Je vous en donnerai une comme ça qui nous a amusés jusqu'au mixage. C'est que pour Alice, c'est très très difficile de dire pardon, puisque après elle le retrouve au café, elle lui dit pardon, il t'a dit un beau salaud. Et c'est pas facile pour elle. Mais dans la scène comme Louis, il a quand même pas le même tempérament que sa sœur, quand ils se croisent au supermarché, tout de suite il se cogne, il dit pardon. Mais pour lui, c'est facile de le dire. Donc il y a deux pardons qui sont égrenés à deux moments du film différents. Et après il dit, j'ai foutu toute ta bouffe par terre, c'est absolument dégueulasse, on va tourner sur le truc, etc. Mais le pardon, c'est pas dur à dire. Il n'a pas d'arrière-pensée, quoi. Donc pour lui, c'est plus facile. Alors comme Alice, elle a plus d'arrière-pensée, c'est plus compliqué pour elle de le dire, et pourtant, lui va lui offrir le mot, et elle va lui offrir le mot un peu plus tard. Alors c'est sur des travaux, plus d'essayer de penser en profondeur ce que la scène peut vous apporter, d'essayer de trouver des solutions à arrêter cette perte de temps que serait la colère, et de trouver des solutions qui ne soient pas, j'ai utilisé l'adjectif chrétienne, je pourrais dire sucré, ou vous voyez, voilà, que ce ne soit pas sucré, quoi, que ce soit un peu plus âpre. Soit pas sucré, y compris par rapport au parcours d'Alice, parce que ce qui lui reproche à elle, par-delà la haine, c'est sa sainteté, c'est le fait d'être devenue une sorte d'incarnation du bien, et ça, il ne supporte pas. Et on sent bien qu'Arnaud Desplechin non plus ne supporte pas tellement cette idée. Et donc, du coup, il va falloir un tout petit peu que le personnage, j'allais dire, se salisse, en tout cas, il devienne sans doute plus humain, avec des tares, avec des provocations. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer ça, la nécessité qu'a le scénario J'aimais bien parce que comme Julie est plus jeune que moi, quand même elle est vieille, quoi. Donc à mon âge, je peux le dire. Et donc on avait un regard, et une jeune femme extrêmement talentueuse, qui est Naïla Guiguet, qui a fait un film l'année dernière qui s'appelle Dustin, qui est un film que j'ai beaucoup aimé. Et alors, elle était notre regard, elle devait surveiller. Et alors elle surveillait, elle disait non, mais il faut qu'il y ait des scènes où Alice elle soit badass. Et donc du coup, alors, à chaque fois je disais, tu penses que les spectateurs vont lui pardonner? Mais justement, c'est pour ça qu'ils vont lui pardonner, c'est parce qu'elle est badass. Ça, c'est la scène entre autres, la scène de la brasserie où elle balance la chaise à la tête de son frère. Et tout d'un coup, ça fait du bien, ça sort, quoi. Elle n'est plus du côté de la sainteté. Tout d'un coup, juste, elle est normale, quoi. Elle est fabriquée d'excès, comme son frère peut être fabriqué d'excès. Jusqu'à lui dire de sauter quand il est sur la terrasse. Oui, bien sûr. Et où elle est badass également. Qui pose la première question?
Alors là, on parle du frère et de la sœur. Moi, je voudrais bien qu'on parle des parents. Donc, les parents, c'est des gens bienveillants. On le voit dans la première scène. Et à un moment, ils disent donc qu'ils sont des héros. Et en fait, tout au long du film, sort des choses sur les parents qui sont assez étonnantes. Elle, quand elle se trouve près du corps de la mère, dit c'est pas un mariage heureux. Et alors, je ne sais plus, tu vas peut-être me redire, mais elle dit j'étais sa jeune épousée. Sa jeune épousée. Lui, à un moment, Melville dit à son père mais pourquoi t'es pas intervenu dans cette haine? Et il dit qu'il avait des problèmes avec la mère et que la mère était extrêmement humiliante avec le père. Donc en fait, est-ce que cette relation frère et sœur, il n'y a pas quelque chose dans ces figures centrales du film qui sont le père et la mère, qui sont laissées à notre époque et celle de ce couple? Très certainement. Je pense aussi, vous mentionnez deux scènes, je pense aussi à la scène des anniversaires, où Louis s'en amuse. De l'anniversaire, on lui dit, bah, tu vois, cette année, t'auras encore raté, t'étais pas Mozart. Eh ben, cette année, on voit que t'es pas Picasso, bah, mon chéri, t'es pas Rimbaud. Voilà, et tous les anniversaires sont une déception. Donc c'est des parents qui ont voit l'appartement, c'est des gens qui ont une vie humble. Alice le dit, tu as un métier dur, tu as une vie dure. Et tout d'un coup, qui font naître une espèce de compétition entre les deux enfants aînés qui sont presque comme deux jumeaux, puisqu'on devine qu'ils ont quasiment même, enfin qu'ils sont très proches en âge l'un de l'autre. Et voilà, qui font naître cette compétition. On voit que Louis, effectivement, mais c'est un motif récurrent dans les films, avec des rapports désastreux avec sa mère. Et alors, il y a un mélange d'extrême. Je me suis surpris à l'écrire comme ça, un mélange d'extrême brutalité envers les parents. Le fait que les parents soient des héros, c'est un désir de Fidèle, c'est Fidèle qui désire que ses parents soient héroïques. Louis est un peu plus mesuré quand il est plus sceptique, quand il écoute ce récit de l'accident. Et donc il y avait ce motif comme ça que la colère. Et ça vient de cet appétit de sainteté que Louis, dans la lettre qu'il écrit dans l'avion, cet amour du bien qui est effarant, c'est une enfant qui était trop aimée. Et comme elle le dit, j'étais la jeune épousée, c'était la première née dans l'album de famille, voilà qu'elle règne. Et voilà que dans le règne, tout d'un coup, le dauphin arrive et le dauphin la menace. Et tout d'un coup, tout se met à partir à volo, quoi. Et l'ordre, pas si sympathique que ça que proposaient les parents, s'effondre. Et les parents sont totalement démunis devant. Les parents, c'est un rapport un peu compliqué, parce qu'il y a... c'est un peu différent pour les deux, puisqu'il y a le père, qui est un peu actif, puisque le père survit, mais de la mère, nous ne saurons rien que les récits qui nous en sont donnés, puisqu'elle n'est qu'un corps. Elle n'est qu'un corps avec une assistance respiratoire, c'est encombrant. Je profite de ce détour pour vous dire quelque chose qui m'a surpris, que je ne savais pas quand je l'écrivais, malgré la lecture attentive de Julie. C'est Julie m'a demandé, elle m'a dit, le père il s'appelle comment? Il s'appelle Abel, comme d'habitude. J'ai dit, allez, appelons-le Abel. Comme dans le film d'avant, ça ira très bien. Et elle m'a dit, donc la mère va s'appeler Junon. Et j'ai dit, bah, c'est pas possible, parce que la mère, c'est pas un rôle. Et quand j'ai rencontré Nicolette, je lui ai dit, Nicolette, je n'ai pas de rôle à vous offrir. Ce que je peux faire, c'est que vous soyez mon modèle. J'adore toujours le visage de la mère, et j'aimais la photographier. Et je dis, ce sera un travail de photographe plus qu'un travail de metteur en scène. Et donc, je lui ai donné un nom trivial. Julie me disait, mais on va lui donner quoi comme nom trivial? On va lui donner un nom tout bête comme dans la vie. Je lui ai donné le nom de ma grand-mère, Marie-Louise, que j'adorais. Ouais, elle s'appelle Marie-Louise, c'est pas un nom de mythologie. C'est un nom encombrant, comme un corps malade ou souffrant peut être encombrant. Et l'appelant comme ça, après on j'avais écrit la scène du vol et tout ça, quand il a rejoint, quand il enlace sa mère et tout ça. Et je me suis dit, de toute éternité, le prénom de cette mère qu'on croyait mal aimante appelait son fils à s'envoler, à venir l'enlacer. Puisqu'elle s'appelait Marie-Louise et il s'appelait Louis.
et que de tout temps, il avait été appelé à un jour venir enlacer sa mère. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'est apparu qu'à la fin du montage son. Vous voyez à quel point j'étais naïf sur le film. Bonsoir. Bonsoir, j'ai deux questions. La première, combien de journées de tournage? Comment? Combien de journées de tournage? 7 semaines, je crois. Et le budget du film? Le budget du film, ah, ça, je sais pas, je sais aucun budget, aucune entrée, etc. C'est pas cher. C'est pas cher. J'ai retenu une leçon, vous voyez, que j'ai appris de Woody Allen et de Wes Anderson, c'est que je ne paye pas les acteurs, donc du coup ça baisse les budgets, quoi. Je leur demande, je leur dis voilà, je suis pauvre, est-ce que ça vous intéresse de venir? Ils acceptent de baisser les trucs, alors du coup on arrive à faire plus de films. Et du coup, le film, je le dois à Melville et à Marion qui ont accepté des conditions absolument désastreuses au grand plaisir de mon producteur. Comment tu as fait la rencontre avec Popo et Comment? Marie Cotillard et Patrick Timsit? Et Patrick Timsit. Ah, Patrick Timsit n'était pas payé non plus. Tu les as choisis et rencontrés comment? C'était ça la question. Comment je les ai choisis et rencontrés? C'était pour moi les trois. J'aimerais dire les quatre avec le shifté. J'ai vraiment une discipline d'écriture, c'est quand on écrit, on n'a absolument pas le droit, ni Naïla Guigué, ni Julie Père, ni moi, de dire aucun nom d'acteur français vivant. Ça, c'est interdit. Parce que je suis très superstitieux, s'ils me disent non, ça va me faire de la peine et tout ça. Et puis c'est pas bien, on écrirait des rôles plus petits que la vie, alors que ce que je demande à mes collaborateurs, c'est d'écrire, ou collaboratrices, c'est d'écrire des rôles plus grands que la vie, donc des scènes injouables. Et donc du coup, ça nous pousse on a le droit de citer des acteurs décédés, ça oui, voilà, des génies du cinéma américain, etc. 123. Voilà. Et quand vraiment j'ai fait Pomme S sur l'ordinateur de la première version, à ce moment-là, Julie Père, que je voyais par Skype, puisqu'elle n'était pas en France à ce moment-là, m'a dit avec un ton très légèrement exaspéré, bon, tu l'envoies le texto à Melville, et ok, d'accord. J'ai envoyé un texto, il a lu dans la soirée, il m'a dit c'est oui, et il dit et pour Marion, j'ai dit non, Marion, elle aura droit à une lettre. Et voilà, ça s'était fait dans la soirée. Patrick Timsit, ça faisait très longtemps que je lui tournais autour, il ne le savait pas. Moi j'y pensais sur des films précédents que j'avais pu faire, ça m'intéressait un jour de le rencontrer, parce que voilà, on est de la même génération, que j'ai vu ses spectacles à la télévision, ou parfois en vrai et tout ça, c'est un personnage qui m'intéresse. Et j'ai eu très peur. C'était curieux parce que la production dit on va s'embêter, Patrick Timsit, il y a toujours le problème d'argent, c'est très cher, il tourne tout le temps, il joue, et il y a aussi ses spectacles, etc. Et je dis oui mais vous voyez, on est dans le nord de la France, avec une famille chrétienne, caucasienne, ils n'arrêtent pas de se disputer, c'est totalement étouffant pour les spectateurs. Alors moi, comme mes parents sont nés d'un côté de la Méditerranée, Patrick, ses parents sont nés de l'autre côté de la Méditerranée. Alors tout d'un coup, et puis il ne vient pas du tout de la même cinématographie que moi, alors tout d'un coup ça amenait un corps étranger, différent, ça ouvrait des fenêtres. Donc c'était une obsession que j'avais dans le film, c'est comme l'histoire, ils sont confinés, l'une dans sa chambre d'hôtel, l'autre dans l'appartement de ses parents, c'est d'ouvrir les fenêtres. Et donc du coup, Patrick Timsit, pour moi c'était une évidence, je savais, je me souvenais, j'ai l'âge de me souvenir du cousin, où il jouait avec Alain Chabat, le film de Corneau, je l'avais adoré dans ses jeunes années. Donc je m'étais dit, jouons cette partie-là. Le jour où on a tourné la scène de la synagogue, je savais que c'était le bon choix. Je crois que le jour où je tournais la scène très ambiguë, quand Alice vient le visiter, je savais que c'était bien. Voilà, et on s'est rencontrés, c'était une amitié pleine. Et toujours pour ouvrir les fenêtres, c'est vrai que je pensant à la compagne de Louis, Goshifté Farhani, que j'avais adoré dans Patterson, que j'avais adoré dans Les Deux Amis de Louis Garrel et tout ça, pour moi c'était une évidence, peut-être parce que j'ai un ami dont la mère est une juive iranienne comme ça que je connais, que j'aurais très âgée et tout ça. Alors je trouvais que ça rajoutait, ça ouvrait les fenêtres sur l'Orient, ça ouvrait les fenêtres sur l'Afrique du Nord, comme à la fin le film s'ouvre vers le Bénin, ça permettait d'ouvrir le film et de ne pas rester confiné entre l'appartement et la chambre d'hôpital. Une autre question? Oui. Ah. Pourquoi elle joue de théâtre et dedans c'est la
j'ai bien compris votre question, vous me demandiez pourquoi Alice est actrice de théâtre et pourquoi lui se retrouve poète. C'est bien ça. J'ai pas entendu moi. Ouais. Mais c'est une bonne question, je réponds à ce que je crois être votre question. Je serai très mécontente et vous corrigerez après. Ça me plaisait que, toujours dans le rapport un peu ça devrait marcher entre eux et ça marche pas entre eux, c'est elle est interprète et lui écrit des mots. Donc logiquement, ça devrait marcher entre eux. Et en même temps, elle est la plus secrète, j'ai l'impression, Alice, et lui est beaucoup plus extraverti, comme on pourrait se faire l'image de ce que c'est être acteur. Lui est très extraverti, ça a plaisé qu'il fasse un métier un peu secret. J'étais frappé, je pensais, j'aimais bien, je trouvais ça, pour elle, ce que j'aimais chez Alice, c'est que c'est un moment de sa vie où elle a envie de se cacher tout le temps. Ses parents sont dans un hôpital, ils sont en train de mourir. Il y a ce frère qui revient, elle voudrait être dans l'ombre et elle est obligée d'être tous les soirs à la lumière. Alors du coup, je trouvais que la situation était forte dramatiquement et ça me permettait, comme j'ai déjà l'accident de voiture, je pouvais penser au film de Cassavetes et tout d'un coup, au lieu de tuer la femme, comme j'avais déjà eu l'accident de voiture, je pouvais la sauver, savoir ce qu'elle avait à dire, quoi. Et tout d'un coup, que l'intimité entre ces deux femmes lui permette de parler et qu'elle a envie de tirer cette femme qui est dans l'ombre, de la mettre dans la lumière et elle de pouvoir être dans l'ombre pour gagner un peu de paix. Et pour le métier, pour lui, on a hésité et il se trouve que je connais un poète, j'en connais pas beaucoup, j'en connais deux. Et je connais un poète américain qui est le poète qui a écrit le poème qui est à la fin d'un cercle de Klein, Victor Vitti. Et ça m'a toujours... J'aime bien les métiers comme ça parce qu'on ne sait pas... J'avais fait un film comme ça qui s'appelait Comment je me suis disputé. Les mecs étaient philosophes. Alors quand vous demandez dans la rue à quelqu'un c'est quoi un philosophe, il fait quoi un philosophe à 8h30 le matin? Personne ne le sait. Du coup, je trouve ça hyper cinématographique, quoi. Il fait quoi un poète? Un poète, il enseigne, puisqu'il est pauvre, ou il est dans le bâtiment. Voilà. Du coup, je trouvais ça intéressant comme métier à vous raconter, puisque j'ai vu des gens qui vont comme ça. Et alors, l'opposition entre celle qui serait dans la lumière, celui qui est dans l'ombre, jusqu'à la grossièreté que je trouve adorable de Louis, quand elle dit bah, je serai elle propose, elle dit bah, alors je serai ta voix, et il dit bah non, tu ne les diras pas. Et il est d'une grossièreté, et là, et plus l'affaire avance, plus la dispute devient irréconciliable, quoi. Et la grossièreté de Louis m'enchantait. Sachant que c'est une très belle idée qu'il lui refuse qu'il fasse corps, parce que quand même, incarner les mots de l'autre, c'est faire corps avec lui, d'une certaine façon. Et il lui refuse. Et il lui refuse. Et il lui refuse. Je me permets quand même une question dont tu vas dire que je suis amoureux de ma question et que donc tu n'y répondras pas. Mais dans la vraie vie, tu as une sœur écrivain. Et donc évidemment, on se pose la question de la transposition de ce rapport entre deux créateurs. Alors d'une part, tu essaies de me faire saigner du nez. Mais voilà. Ma situation est bien pire, c'est que j'ai deux sœurs écrivains. Et oui, c'est vrai. J'en ai une qui écrit des livres et l'autre qui écrit des scénarios. Et donc c'est très encombrant. Raphaël et Marie. Je dois Raphaël et Marie. Et Marie et Raphaël, si je les prends par ordre chronologique. Et alors, donc, je suis invité ici à Montreuil à me confesser. Alors, je suis un fils très insuffisant. Je suis un frère catastrophique pour mon frère également, Fabrice. Ça ne va pas du tout. Le pire, c'est l'oncle. Je ne sais vraiment pas faire. Et en même temps, j'essaie de m'améliorer, mais j'y arrive pas bien. Après, pour le reste, la seule chose que je peux dire, c'est que c'était un ami qui m'avait dit ça, un ami qui m'est cher, qui casting, qui s'appelle Stéphane Toutou, et il m'avait dit, ça c'est sûr que dans une famille, il y a une nouvelle désastreuse, c'est quand votre enfant est écrivain. Parce que si jamais c'est France Kafka, à un moment ou à un autre, vous recevez une lettre au père. Bon, ben voilà, c'est ma vie, quoi. J'ai pour discipline de... Vous voyez, ce que j'ai demandé à Marion, ce que j'ai demandé à Melville, c'est de me donner des choses qui sont vraies en eux. Vous voyez, de se servir d'eux-mêmes. C'est toujours quelque chose qui me stupéfie. C'est qu'Irina, elle peut se servir, Lubchansky, qui a fait la lumière du film, elle peut servir d'un savoir technique. À un moment, quand je demande, je ne sais plus combien de prises à Marion dans la pharmacie, il faut qu'elle aille chercher une colère, une âcreté, une brutalité, quelque chose qui est d'elle, qui vient d'elle, et qui lui fait peur. Et pourtant, elle doit le donner. Parce que c'est ce que je trouve sublime dans le métier d'acteur, c'est que vous êtes à vous-même votre propre matériel.
Et que quand vous êtes poète, vous pouvez vous cacher derrière des mots, quand vous êtes musicien, vous vous cachez derrière des notes, et quand vous êtes acteur, à un moment, vous ne vous servez ultimement que de vous. Quand vous êtes acteur de théâtre, vous pouvez encore vous savoir un peu vous servir d'un savoir théâtral. Au cinéma, le savoir, ça ne sert à rien. Il faut juste donner quelque chose d'intime. Donc du coup, comme les acteurs ont la gentillesse de le faire, j'essaye de donner des sentiments intimes. Alors en même temps, ma vie est très différente du film, puisque moi, malgré mes incapacités, j'ai quand même des rapports un peu plus cordiaux. J'ai la chance d'avoir mes deux parents, j'ai évité l'accident de voiture. Hélas, à mon âge, j'ai connu des gens qui avaient perdu un enfant, ce qui est pour moi le drame absolu, mais je n'en fus que le témoin. Donc j'ai une vie beaucoup plus préservée. Et pourtant, tous les sentiments par lesquels mes personnages sont passés, et je dis bien tous, c'est-à-dire Louis, Alice, Fidèle, bien sûr c'est des sentiments que j'ai éprouvés, sinon je ne pourrais pas les communiquer aux acteurs. Donc je suis obligé de me servir de moi, donc j'essaie d'être un acteur dans la troupe d'acteurs. Une autre question? Ouais. Bien fort. Plus proche du micro. Ma question, c'est sur Fidèle. Du coup, c'est vrai que sa position, sa place dans la fratrie, elle est coincée. Et enfin, je l'ai vécu comme ça. Et je me demandais, vous, pourquoi vous l'aviez écrit comme ça? Et pourquoi déjà le personnage existe? Déjà, de base. Pourquoi vous l'avez écrit, en fait, Fidèle? Parce que du coup, on tourne beaucoup autour de leur duo, du coup. Et oui. Après, Fidèle a même une respiration aussi, mais vous, votre avis par rapport à ça? J'aimais beaucoup que... J'avais pas envie de les laisser en face à face, j'avais envie qu'il y ait une tierce personne et qui ne serve à rien. Qui sert à rien. Vous voyez, j'avais fait ça dans un film, c'était Eric Rochon qui m'avait dit ça, je ne sais plus sur quel film il dit... Ah non, c'était sur un conte de Noël, il fabriquait un enfant. C'était Rochon, quand il a vu le scénario, il fabriquait, je l'avais appelé Henri, et c'était joué par Mathieu Amadé, et il disait Henri, il est né pour rien. Il était né pour une greffe, et puis ça n'a pas servi, la greffe, ça va marcher. Et Éric Rochon disait, c'est la définition de l'être humain et du bonheur, c'est qu'en fait, on est né pour rien. Et du coup, Fidèle, il ne sert à rien, et du coup, il est admirablement vivant. J'avais très envie de retrouver Benjamin Sixou, que j'avais à peine croisé sur un film, et pour qui j'ai beaucoup d'admiration, et je savais en l'invitant, que comme il est coincé entre les deux monstres, parce que c'est des monstres les deux, des monstres d'égotisme, de fureur, etc., il fallait un acteur qui ait la puissance de résister à ça et à la douceur. Et j'étais très frappé en montrant le film après. C'est une spectatrice qui m'a enseigné ça, qui m'a dit, le seul qui s'en sort dans la famille, c'est Fidèle. Lui, il ne fera pas d'enfant. Déjà, c'est un truc qu'il va mettre de côté. Il est avec Simon, et ça va très bien. Simon, dont on découvre très tard dans le film que c'est son compagnon. Il fait un pas de côté. Et j'avais besoin qu'il y ait un témoin à cette haine qui devient mythologique, qui est le témoin, et c'est cette position qui est intenable. Et pourtant, je trouve qu'il la tient avec élégance, en prenant le parti ni de l'une ni de l'autre. Il se tient au milieu, et il arrive à exister d'une manière très frêle, en faisant toujours ce pas de côté. Et du coup, peut-être, évidemment, du coup, j'avais énormément de plaisir à m'identifier à Fidèle, en me disant, monstrueux, j'arrive pas à l'être comme Alice, monstrueux, j'arrive pas à l'être comme lui. Et mon autre question, c'était par rapport au binôme. Je trouve que chaque personnage a un binôme, du coup, enfin, un ami autre. Du coup, enfin, je sais pas pourquoi vous l'aviez traité comme ça, du coup. Enfin, aussi, ça, enfin, oui, pourquoi. Ben, les trois sont en couple. Fidèle, il est avec Simon, on le découvrira à la fin. J'ai compris le binôme, je crois que vous le binôme autre, le binôme amical aussi, entre autres, parce qu'il y a Patrick aussi, du coup, par rapport au Melville. Du coup, il y a Lucia. Oui, c'est ça, en fait. Il me semblait que pour Alice, c'est venu de Alice, la fonction de si s'est renforcée en cours d'écriture. Mais très vite, dans les premières notes que j'avais envoyées, je savais que j'avais envie, peut-être c'est parce que je suis fan d'un film que je trouve très sous-estimé de Woody Allen, qui est Une autre femme, le film avec Gina Rollins. Et je me disais, Alice, elle va devoir se confronter à des tas de choses auxquelles elle n'a pas envie de se confronter, de se regarder. Elle se regarde avec dureté. Elle se dit, ben, voilà ce que j'ai fait quand j'avais 20 ans, voilà ce que j'ai fait quand j'avais 25 ans, etc. Et j'avais besoin qu'il y ait une voix qui l'écoute sans jamais la juger.
Et cette voix-là, pour moi, elle ne pouvait être que féminine. Ça ne pouvait pas être une compétition. Quand elle va voir Asfi, elle sait qu'elle ne dira rien à Asfi. Et parce qu'elle écoutait, et c'est pas avec bienveillance, c'est avec admiration, c'est avec... Il y a une forme d'égalité entre ces deux femmes qui pourtant ont des expériences de la vie très différentes, puisque l'actrice est protégée, tandis que Lucia, qui est immigrée, elle doit vivre dans un foyer. Et pourtant, dans cette écoute, dans cette attention d'une femme à une autre femme, tout d'un coup, Alice peut enfin oser se regarder, et se regarder avec pureté, se regarder nûment. Donc j'avais envie de filmer ces deux femmes ensemble, j'avais envie de filmer Alice lui demandant mais vous avez quel âge? Et lui disant mais je ne vous dirai pas mon âge. J'avais envie de filmer deux femmes qui existent indépendamment des personnages masculins. Et le personnage de Svi, c'est l'ami de la famille, celui qui fut épris d'Alice et qui n'a jamais su la conquérir. Et tout d'un coup, sa fonction dramatique me semblait un peu plus convenue, et c'est pour ça que Tim Seat est formidable, parce que Tim Seat est toujours convenu. Ça permettait, la longue scène, quand il regarde l'album de photos, de tout d'un coup convoquer toute la mémoire familiale. C'est l'ami de la famille, quoi. Je pourrais le décrire un peu comme Octave dans La règle du jeu, le rôle joué par Jean Renoir. Et pourquoi Lucia disparaît comme ça? Je crois que ça s'appelle Elle disparaît. Elle disparaît pas tant que ça. Il m'a semblé, si vous avez, les spectateurs ont toujours raison. Il y a ce geste que je trouve très important, qui a été très important pour moi à tourner, c'est quand tout d'un coup, Alice, qui est assise sur le lit de Dead, l'appelle et lui dit de rentrer sur scène, de rentrer dans la lumière. Et elle termine la scène en lui disant « J'aimerais que vous sachiez vous pardonner ». Et ça me frappe parce que Alice n'est pas capable de se pardonner, et en tout cas, elle peut offrir cette phrase à Lucia. Et voilà qu'elle s'en lasse, que Lucia a faim, qu'il faut aller lui chercher à manger, et elle part vers le supermarché, voilà qu'elle est attaquée par la grêle, et voilà qu'elle tombe sur son frère. Alors l'histoire de Lucia, elle est arrêtée parce que tout d'un coup elle tombe sur son frère. J'ai l'impression que c'est ce que... Il y a de la grêle, comme ça vous ne pensez pas au frère, vous êtes plus surpris quand il y a la scène, la scène du supermarché. Comme il y avait eu la pluie et comme il y avait eu la neige en scène... Mais elle lui dit aussi, maintenant il faut partir. Oui, il faut qu'elle s'en échappe, il faut qu'elle s'échappe de ça. Il faut que, je crois que c'est nécessaire que Lucia, je pense qu'il est nécessaire que Lucia, elle arrête d'admirer pour qu'elle puisse conduire sa propre vie. Je crois que l'admiration et l'amitié qu'elles peuvent partager, elle est nécessaire à un moment, et à un moment, il faudra qu'elle apprenne à être Lucia, indépendamment de toute admiration qu'elle peut avoir pour Alice. Je crois qu'une amitié, une intimité, à un moment, elle est tentée, puisqu'elle dit à son mari, j'aimerais bien l'inviter à la maison et tout ça, mais ce serait une amitié qui serait fausse. Celle-là encore, ce serait ce rêve de sainteté que Louis attaque dans la scène de la lettre à l'aéroport. Une autre question? Non, c'est à sec? Peut-être. Ah, Juste une petite question comme ça, c'est où la grotte Alors la grotte, c'est à Nio. À Nio, N-I-A-U-X. Ah, d'accord. Voilà. Et c'était la première fois que je voyais une grotte pariétale. Je sais, vous l'avez déjà fait, si vous me posez la question, c'est que vous en avez déjà vu. C'est dans les Pyrénées, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est une expérience, mais maintenant ça devient de plus en plus compliqué pour y aller. Et pour tout vous dire, je ne devrais pas vous dire ça, puisqu'on ne doit pas dire les trucs, mais on avait le droit de tourner à Nio, et à Nio, ça ressemblait à un musée. Vous voyez, il faut marcher, tout ça. Alors j'ai lu tous les bouquins dessus et tout ça, tout ce que j'avais appris à l'école quand j'étais petit, c'était pas vrai du tout, sur les cultes pariétaux et tout ça, c'était pas vrai. Du coup, j'ai appris plein de trucs, et je suis arrivé là-bas et je l'ai vu. Cette grotte, c'était un choc, il fallait marcher pendant plus d'une... 45 minutes quand même à travers la grotte pour arriver jusqu'aux peintures rupestres. Et vous voyez, il y avait des barrières ou des choses comme ça. Et je me suis dit, est-ce que je veux que Fonia lui fasse visiter un musée? Et je me suis dit, bah non. Donc du coup, on a demandé aux gens de Nio, on a dit, vous n'avez pas une autre grotte? On peut faire notre grotte à nous, mais qui serait plus sauvage que celle de Nio. Celle de Nio était trop domestiquée. Donc on l'a fait sous le contrôle des experts de Nio. Et donc on a reproduit dans une grotte où ça pouvait être plus sauvage que le musée que c'est devenu aujourd'hui.
Sachant que cette présence de la grotte est annoncée sur les murs de l'appartement où il y a déjà des mains négatives. Oui, il y a déjà des mains négatives, donc Schaeffer disait que c'était l'ancêtre du cinéma. C'est ça. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Donc, moi, j'aurais deux questions. Ma première serait, est-ce que par rapport à la relation frère-sœur, amant, avec cette tentation d'inceste, vous vous êtes inspiré de ma saison préférée d'André Téchiné, avec Catherine Deneuve et... Attention parce que votre voix baisse au fur et à mesure que vous parlez. Pardon. Du coup, C'est-à-dire que j'ai mal entendu la fin de votre phrase. par rapport à la relation frère et sœur, Hein? avec cette tentation d'inceste, est-ce que vous êtes inspiré aussi de ma saison préférée d'André Téchiné, Oui, Catherine Deneuve et Auteuil? et Auteuil, oui, bien sûr. Et ma deuxième question, c'est que je suis béninois et du coup j'ai été admiratif de voir le Bénin représenté. Et en plus, voilà, c'est déjà un pays africain assez peu connu. Donc merci. Bien. Et, oui, mais du coup, c'était pourquoi ce pays aussi? Pourquoi cette ce pays? situation? Oui, le Bénin. Très bien. J'ai la plus grande admiration pour le film de Téchiné dont vous parliez, ou que je pense qui est un de ses plus beaux films. Et c'est un film que j'ai vu au bon âge, que j'ai rencontré, qui m'a marqué très fort et où je me suis retrouvé très fort. Je me souviendrai toujours du suicide pathétique de Daniel Auteuil. Vous savez, quand il tombe de sa fenêtre, qu'il se casse juste le pied, qu'il est tout embarrassé devant les passants qui passent. J'adore le film, je trouve que c'est un des très très grands films de Téchiné. Par rapport au Bénin, j'ai le désir de vous répondre, alors je vais vous répondre. Je voudrais vous répondre, on en parlait avant, c'est vrai que, vous voyez, comme je vous disais, ils sont proches en âge, Alice et Louis, c'est vrai que dans les cultes béninois, il y a toutes ces histoires de jumeaux, de gémelléité, que je trouvais bienvenues. J'avais envie d'ouvrir les fenêtres, que ça parte ailleurs. Bien sûr qu'il y a une allusion à Sarkozy, mais ici je vis entouré de l'histoire avec un grand H. M'a toujours fasciné dans mes lectures l'histoire du roi Béhanzin, puisque c'est le seul qui a su défaire l'armée française avec les Amazones. La figure de l'Amazone me plaisait bien par rapport à Alice. Et enfin, ce serait parce que votre question me touche, ce serait vous mentir, de dire il y a une personne béninoise qui a compté beaucoup dans ma vie. Et donc mon rêve, c'était de pouvoir faire un jour une scène au Bénin en hommage à cette personne. Voilà. C'est donc pour des raisons extrêmement privées que j'ai fait un spectacle extrêmement public. Voilà. C'est pas marqué Sénégal au générique? Si, parce que monsieur le sait, on a tourné au Bénin pour toutes les scènes qui sont tournées, et c'est le roi Dahomey qui nous a donné l'autorisation d'aller filmer au musée, etc. Mais on ne pouvait pas déplacer les acteurs au Bénin parce que le ticket d'avion, je vous avais dit que je faisais des films fauchés, le billet au Bénin, c'est pas du tout pareil qu'au Sénégal, mais pas du tout pareil. Et donc du coup, on a tourné dans un village pas très loin, et où la terre avait la même couleur que la couleur béninoise, qui est très singulière, qui est une terre rouge, qui n'est pas du tout une terre saharienne, quoi. Et du coup, on a tourné les scènes de comédie, c'est un mélange, on a fait un faux Bénin au Sénégal pour les scènes où on avait besoin, on a tourné au Bénin pour les scènes qui étaient irremplaçables. Qui paraît du coup prolonger l'oranger de l'île ou de Roubaix, parce qu'il y a quand même un jeu de correspondance des couleurs entre Oui. ces deux univers très éloignés l'un La de l'autre. brique roubaisienne. Bonsoir. Je reviens au sujet de Lucia. Pourquoi ne veut-elle pas dire son âge alors qu'il y a une intimité déjà? Moi, je trouve ça un truc de femme que des j'adore. choses très intimes. Parce qu'elle est Elle n'a trop pas âgée dit. pour ça. Elle est trop âgée, c'est ça que je trouve déchirant dans son admiration pour Alice, c'est que c'est pas une jeune admiratrice de 20 ans, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une fille qui a 38 ans, et ça fait 38 ans qu'elle se dit que peut-être un jour elle pourrait être actrice et qu'il ne le sera jamais, et que c'est beaucoup plus douloureux que ça. Et elle n'a pas envie de partager cette douleur-là avec Alice, elle a envie de partager quelque chose de plus glorieux. Moi, c'est ce que j'aurais répondu à sa place. La petite dernière est de l'autre côté là. On n'a pas cité le titre de ce qu'elle ça fait référence, c'est Opening Night. Opening night. C'était la partie pédagogique. Bonsoir, tout d'abord je voulais vous dire merci pour ce film que j'ai trouvé
Yann. Ok, là vous m'entendez? Oui, il suffit de mettre le micro très près de la bouche et ça marche sans Peut-être un petit peu bizarre, mais je trouvais que la musique était très présente et je trouvais Hitchcockienne et j'essayais de comprendre pourquoi, mais peut-être que vous allez pouvoir m'expliquer. Il y a un motif que je trouve très hermanien, pour citer le Bernard Herrmann, le compositeur de Hitchcock. C'est la musique effectivement que Grégoire Ezel a composée quand il se croit, et surtout que c'est une scène muette, puisqu'il n'y a pas de dialogue, c'est quand il se voit pour la première fois, après depuis 20 ans, dans le couloir de l'hôpital. Et il y a un souvenir hitchcockien très fort, et je crois que la scène en elle-même est hitchcockienne, puisqu'elle ne se joue que sur un jeu de regard, une avancée, un système de découpage où effectivement Hitchcock excellait. Pour le reste, j'ai l'impression que je pense à d'autres films, dont un film que j'étais venu présenter ici, et j'ai eu très très peur parce que j'ai mis énormément de musique parce que j'adore ça. Et c'était tromperie. Et j'avais très très peur que dans la salle on me dise « alors là, franchement, il a été trop là, vous avez mis trop de musique, il y en a tout le temps. » Et alors là, j'avais dit à Grégoire, il faut en mettre moins. Parce que le moins on met de musique et le moins on met d'instruments, le plus les gens ils disent la musique elle est super. C'est un classique. Dès que vous faites un truc virtuose avec plein d'orchestres, et tout le monde dit oh la musique est banale. Et dès que vous en mettez moins, ça s'entend plus. Alors du coup c'est comme ça que j'ai l'impression que la musique s'entend. Je sais que le quatuor qu'il a fait à la fin, qui était une difficulté aussi par rapport à la représentation au Bénin, je voulais pas que ce soit une musique trop occidentale, pourtant c'est une occidentale qui habite là-bas. La musique qui accompagne les deux épilogues, le poème quand Louis redonne cours à nouveau, et puis après la visite d'Alice quand elle rentre dans la maison, je crois que c'est dans les morceaux les plus beaux que Grégoire ait trouvé, qui ressemblent très fort à la musique qu'il aime et au compositeur qu'il est. Quoi. Donc c'est comme ça que je le reçois, c'est que il me semble en avoir mis moins que dans mes films précédents. J'aimerais peut-être, vous voyez, j'ai toujours bien les premiers films que j'ai vus, je les ai vus très jeunes, pas au cinéma parce que j'étais provincial et que c'était compliqué à l'époque d'aller au cinéma, donc je les ai vus à la télé, on n'avait pas la télé, donc je les voyais chez mes grands-parents, en version française bien sûr, et je ne comprenais, et j'aimais bien les films pour adultes, ça ne m'intéressait pas beaucoup les films pour enfants, et je ne comprenais rien à ce que les gens disaient. Vous voyez, les premiers Bergman que j'ai vus, j'avais pas d'âge, et je regardais, je disais, c'est ça être adulte. Il disait des trucs, je ne sais pas du tout ce qu'il disait. Quoi. Donc, du coup, j'écoute la musique, et la musique des voix ou la musique du compositeur. Et j'aime bien toujours, quand la musique, c'est comme dans le cinéma muet, c'est que le compositeur, ce ne soit pas moi le roi du film, mais qu'on soit deux narrateurs. Moi, je vous le raconte avec des images, et le compositeur, il vous prend par la main et il vous dit, là, je crois que c'est quand même franchement mélancolique. Hein. Là, il me semble que ça devient dramatique, etc., et qu'il vous accompagne à l'intérieur du film. Donc du coup, j'ai jamais eu le désir de faire un film pur sans musique. J'adore l'impureté au cinéma, et parce que j'aime pas voir les films muets sans musique, je préfère le voir avec un pianiste qui m'accompagne. Et là, le pianiste, ce fut Grégoire Axel, et qu'il en soit béni. Voilà. C'est quand même très tentant d'arrêter là-dessus, mais s'il y a quand même une toute dernière question, vous y avez droit. Un regret? C'est vrai? Ah là là, c'est la toute dernière, hein. Personne n'aura une autre chance. Merci. Vous la sentez la pression. Bien en face. Merci beaucoup. Je voulais vous demander pourquoi ne pas avoir mis à la fin une scène où on voit le jeune aller amener le petit billet à son oncle. Est-ce que c'était votre choix ou est-ce que c'est juste une question de montage? Pourquoi pas avoir mis à la fin une scène avec... Oui, pendant l'enterrement. Donc Marie Potière, elle donne le petit papier à son fils. Ouais. Pourquoi pas avoir montré le fils, ouais. Le mot et tout ça? Ça peut être ma curiosité. Parce que le film a été obsédé par le film. J'avais ces deux monstres et ils ont pris toute la place. Et alors que ceux qui survivent, ils survivent. Fidèle, il survit. Allez savoir comment. C'est grâce à Benjamin Sixou. Max Bessette, il arrive à survivre et pourtant il a vraiment du mal. Vous voyez, entre l'engueulade qui se prend à la librairie ou les trucs comme ça, et ils arrivent à survivre. C'était un film qui était obsédé par son sujet. C'était comme ce que nous avons commencé notre conversation comme ça, comme le disait Marion. Je crois qu'on a réussi à la libérer.
et c'était de libérer Alice. Voilà, il fallait faire ça. Merci. Maintenant, Arnaud, c'est toi qui es libéré. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.